all around the world. Y'all know this is so. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Temps Mort. On renoue avec les vieilles habitudes. On est de retour à l'antenne pendant plusieurs mois d'absence. Et donc, vous le savez, l'actualité oblige, on est obligé de revenir carrément à ce moment-ci en réglant 2-3 choses au fur et à mesure que nous allons rentrer bien sûr dans cette émission et dans les prochaines émissions aussi. Et 21h, 22h30, sensiblement, c'est 90 minutes de basket. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en santé parce que coronavirus oblige, on est tous restés en retraite, le confinement est tous là. Donc beaucoup d'activités sont arrêtées, surtout sur le plan sportif. Et voilà que les activités reprennent. Et Temps Mort aussi reprend bien évidemment. Donc c'est sur STV que ça se passe. On est en live sur notre page Facebook. Vous pouvez participer vous aussi à cette émission ici en nous envoyant dans vos différentes contributions. Aujourd'hui, le focus sera fait sur l'équipe nationale du Cameroun. Vous le savez, le Cameroun donc va accueillir la 3e fenêtre qualificative pour les éliminatoires qualificatives donc pour l'Afro-Basket. Voilà, du Rwanda 2021. On va donc accueillir 2 groupes ici, coronavirus oblige naturellement, donc les 5 groupes ont été repartis pratiquement, donc un groupe sera du côté de Monastir en Tunisie et un autre ici à Yaoundé au Cameroun, donc 2 à Yaoundé, ça veut dire le groupe B et le groupe C, et du côté de Monastir ce sera le groupe A, le groupe E et le groupe D. Voilà, on fera le point donc sur ces fenêtres aujourd'hui en étant bien sûr focus sur celle du Cameroun et en rappelant aussi que la liste des 12 lions indomptables qui devront défendre les couleurs nationales est donc parue aujourd'hui autour de 13h30 par là a été rendue publique et elle fait déjà, il faut le rappeler, les choux gras des différents observateurs et même analystes du basketball camerounais. On pourra aussi analyser cette liste dans cette émission aujourd'hui. Donc on restera essentiellement qualif et équipe nationale du Cameroun, même si on fera un petit détour ici sur le plan national avec voilà les petits camps qui sont déroulés ça et là. Du côté de Manengouba, on fera un tour. Du côté et bien évidemment, dans le Mongo, on restera pratiquement pour ce Mongo Zone Tour et on s'intéressera aussi aux activités de la Ligue régionale de basketball pour le littoral. Et pour en parler avec nous, aujourd'hui, il est de retour. Je ne sais pas combien d'années il va nous dire, mais c'est pour une autre saison qu'il est là. Yves Lionel Ngounou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et déjà, bonne année 2021 à tous et à toutes, parce que c'est l'occasion aujourd'hui de le faire. On n'a pas pu le faire depuis le début du mois de janvier. C'est un plaisir de retrouver nos spectateurs, de retrouver tout ce public basket qui nous a tant manqué. Oui, bien sûr, confinement oblige, on était obligé de... Oui. On est resté à la maison, carrément enfermé, les activités arrêtées. Vous êtes ennuyé entre-temps? Non, on était dans notre bulle. Oui. On a essayé de créer certaines activités. C'est vrai qu'à un moment, il fallait parfois un peu jouer, c'était pas évident. Mais avec le temps, on s'est adapté à la nouvelle donne et puis les choses reprennent petit à petit. Et de Kemba Nonem aussi a eu lieu. Voilà, c'était pratiquement l'événement qui a marqué le retour du basketball au Cameroun. Hein. Bah, si c'est vous qui le dites, j'en suis flatté, ainsi que le comité d'organisation. Je tiens à vous remercier également, remercier Charles Douglas Ndemba et remercier tous les journalistes qui nous ont accompagnés pour cet événement. Comme je l'ai dit, c'était une sorte de bulle. Le bunker qu'on a organisé du côté de Yaoundé au Palais Polyvalent des Sports. Et je pense que pour une première du côté de Yaoundé, après les retours qu'on a eus, c'était une réussite. Oui. Nous en sommes assez satisfaits. Mais comme vous le savez, le comité d'organisation de Kemba Nonem vise toujours plus haut, dont la barre a été mise à un niveau. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire pour la mettre encore plus haut. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Organiser encore un meilleur tournoi que celui de décembre 2020. Oui.
D'accord. On sera toujours à vos côtés, vous en faites surtout pas, amis téléspectateurs. Donc, on va prendre une courte transition, on va rentrer dans le vif du sujet, notamment aller, pourquoi pas, revenir sur cette liste de 12 joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. À tout de suite. Ce qu'on sait, et ce n'est pas une surprise, le capitaine Zeli est de retour dans cette équipe nationale du Cameroun en tête de liste, donc choisi bien sûr par le coach Lazare Adingono, qui sera assisté de Gilles Boé pour cette troisième et dernière fenêtre qualificative. Et il sera accompagné par 11 soldats, on va le dire comme ça. Samir Bedkom aligné, tel que vous voyez à l'écran à l'instant. Samir Bedkom qui revient, qui fait sa deuxième sortie donc avec cette équipe nationale du Cameroun. Les meubles comme Gédéon Pitard sont de retour dans cette équipe. Aristide Moira fait son entrée dans cette équipe. On l'écoutera d'ailleurs dans cette émission aujourd'hui, une interview exclusive qu'il nous a accordée depuis l'aéroport du côté de l'Italie, lui qui est en train de s'envoler pour le Cameroun et rejoindre donc ses coéquipiers. Mais si on va rester sur cette liste-là, en poursuivant en disant que Ben Bala, lui aussi sera de l'expédition de Yaoundé, William Naras, Jordan Bayehe, qui lui aussi fait son entrée dans cette équipe, et lui aussi nous a accordé une interview. Heureusement, hein, c'est du côté de l'aéroport qu'on les a pêchés bien avant de prendre le vol. Il nous dira comment est-ce qu'il se sent après cette première convocation. Arnold Comé est de retour dans la liste. Kenneth Kadji, lui aussi, est toujours là. Franck Yangue, Angelbert Mbelek et Aziz Kene sont donc les 12 lions qui constituent cette équipe nationale du Cameroun. Ce sera du 19 au 21 février prochain, en rappelant que cette fenêtre, elle démarre le 17 pratiquement. Donc les premières compétitions, le groupe A, D et E du côté de Monastir démarre donc le 17, pendant que Yaoundé démarrera le 19 prochain. On écoutera également donc certains de nos analystes qui décrypteront cette liste-ci. En commençant par vous, Léonel, vous avez regardé ces différents noms, ces différents visages, aujourd'hui à 13h comme tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette liste? Je pense que la liste est assez bonne. Je crois qu'il y a plein de joueurs qui sont habitués à la haute compétition. Il y a beaucoup de joueurs cadres. Et comme vous l'avez si bien dit, le capitaine Jérémy Zeli est de retour. Oui. Comme quoi un capitaine peut en cacher un autre. Oui. Et il faut préciser que l'autre capitaine, Arnaud William Adala-Moto, n'est pas dans cette liste parce qu'il n'est pas disponible. Je crois qu'il devrait être blessé. Oui. Donc je pense que la présence de Jérémy Zeli va remplacer l'absence d'Adala-Moto. Que ce soit au niveau du scoring et également au niveau du leadership. Parce que, comme on le sait, Jérémy Zeli, c'est un joueur qui a une certaine carrure, qui a... Un fort caractère. Voilà, un certain caractère. On en a parlé ici plusieurs fois sur le plateau. Et c'est quelqu'un d'habitué à ce genre de compétition. Et je pense que lui et le coach Lazare Adingono, maintenant, ils sont sur la même longueur d'onde. Je suis sûr que toutes les choses vont bien se passer. Et je crois qu'il voudrait prouver qu'il est encore le joueur qu'on a connu. Parce que n'oublions pas que ça fait quand même quelques années que Jérémy n'a pas été présent dans cette équipe nationale. C'est un gros retour et nous attendons beaucoup de lui. Mais sinon, comme je disais, la liste est bonne. On a 8 joueurs sur les 12 qui étaient déjà présents lors de la dernière fenêtre en février 2020 à Yaoundé. Et il y a donc le retour de Zeli. Et puis il y a 3 nouveaux. Angela Belekbel, que beaucoup ont toujours attendu dans cette liste. Finalement, il est là. Qui a été présélectionné la dernière fois. Oui, il avait été présélectionné, mais il n'avait pas été retenu. Donc, c'est sa grande première. Donc, c'est une bonne chose. Je crois qu'il a beaucoup de choses à prouver. Et également, il y a 2 nouveaux qui viennent d'Italie. Jordan Philippe Bayehe, un intérieur de 2,04 m. Et également le jeune Aristide Moira, qui pendant l'été a bossé très dur du côté de Yaoundé au Palais des Sports. Donc je pense que ça augure un avenir meilleur pour la compétition qui arrive. Bien sûr. Alors, ces jeunes qui entrent, il faut rappeler que d'autres sortent. Ouais. On a l'absence donc des cas comme Bilek, complètement, qui sont sortis de cette liste. Oui, mais il faut préciser, Bilek déjà n'était pas là lors de la deuxième fenêtre. Quels sont ceux qui sont absents? On a Songolo, le meneur, qui n'est pas disponible. On a également, comme j'ai dit, Strawberry, qui n'est pas là.
On a Jafet Kadji, aussi. qui également n'est pas là. Et je pense que voilà les principaux absents. Et le capitaine Adala. Et le capitaine Adala Moto, voilà les 4 qui sont absents et puis ils ont été remplacés. Bilek avait déjà été là préalablement. Je ne sais pas, les coachs ont leur raison. Sûrement, ils veulent essayer la jeune génération parce que n'oublions pas que Bilek et Bayehe, c'est pratiquement le même poste. Comme j'ai dit, Bayehe, c'est un joueur de 2-0, 2-0-4 qui joue en poste 4 et 5. Un très jeune joueur qui est encore dans ses tout débuts là-bas en Italie. Et il faut également signaler qu'en Italie, ils ont déjà quand même beaucoup de matchs dans les jambes. Tout à fait. Alors qu'ici au Cameroun, le regroupement élite a eu seulement 2 journées. Donc je pense que ça aussi joue en la défaveur des joueurs locaux. Des joueurs locaux. Oui, parce que même Belek Bel, Angilbert, n'est pas un joueur du championnat élite. C'est un joueur qui vient du Rwanda et là-bas on sait tous, pour avoir suivi un peu son actualité, qu'il a également plusieurs matchs dans les jambes. Ça peut expliquer l'absence de beaucoup, comme Cédric Sangué, qui, on l'a vu depuis l'annonce de cette liste, est très réclamé par beaucoup. Brice Seyaga. D'ailleurs, on a un observateur qui nous a fait une vidéo, carrément, qui nous a envoyé et demande à ce qu'elle soit diffusée. On la diffusera tout à l'heure. Oui. C'est explicable, leur absence. Je lis les commentaires et à un moment, je comprends les gens, ok. Et je suis ravi de constater que Cédric Tchangé, il a un très grand support, comme on dit souvent chez les anglo-saxons, un grand fan base. Oui. Il a beaucoup de fans derrière lui parce que quand vous allez dans les réseaux sociaux, vous voyez un peu beaucoup de gens qui interviennent pour lui. Mais là maintenant, il faut se poser des questions. Tchangé, s'il faut l'emmener dans l'équipe, ok, vous l'emmenez à la place de qui? Parce que Cédric Tchangé, c'est un shooting guard, c'est un 2. Arrière shooter. Oui. Vous l'emmenez à la place de qui? Combien de matchs est-ce que Tchangé a dans les jambes? La seule compétition de Tchangé, si je peux même appeler ça grande compétition, c'était les tournois qu'il a joués en décembre. Okay? Depuis décembre, je ne pense pas que Cédric Tchangé ait joué de gros matchs. C'est un bon joueur, mais n'oublions pas également qu'il y a déjà des cadres dans cette équipe. Quand vous avez un Jérémy Zeli qui joue en poste 2, poste 3, vous avez un Betcom, qui est un bon meneur, jeune, talentueux, qu'on a vu ici. Il y a un Arnold Comé, qui joue en poste 2, poste 3, qui est un spécialiste de la défense. Et qui est resté constant. À quel niveau est-ce que vous amenez Cédric Tchangé dans l'équipe? C'est ça ma question. Et il y a également le facteur âge qui commence à intervenir. Quand le coach doit choisir entre Aristide Moha, qui est un jeune talentueux, et un Cédric Tchangé qui tire déjà vers la trentaine, il faut faire un choix. Surtout que Tchangé n'a pas beaucoup de sélections au niveau de l'équipe nationale. Adi Ngono a déjà sa rotation, qui est déjà bien établie. Maintenant, il faudrait que les nouveaux viennent, qu'ils s'imprègnent. Et si je peux lancer un conseil à mon jeune frère Angilbert Belek Bel, c'est de s'imprégner. Parce qu'il a été habitué à être leader dans les équipes où il est passé. Tout à fait. Que ce soit ici au Cameroun ou là-bas du côté du Rwanda. Maintenant, il vient dans une équipe où il y a des gars qui sont déjà là, ils sont déjà assis. Donc il faudrait qu'il accepte le rôle que les coachs vont lui donner. Si on lui dit, Belek, prends le ballon, tu donnes tous les ballons à l'intérieur, à Ben Bala, Belek donne les ballons. Si on dit, prends le ballon, tu donnes les ballons à Kenneth Kadji, donne les ballons. Parce que ce sont tous des scoreurs. C'est le conseil des grands frères. Non, là on arrive à un niveau où tout le monde peut marquer. Oui. Ok. Les gens sont habitués à la grosse compétition. Et il y a certains qui ont un très fort caractère. Ça, vous le connaissez. Un joueur comme Ben Bala, c'est un joueur qui a un très fort caractère. Oui. Ça, on l'a vu en février dernier. Donc, pour toi qui arrive pour la première fois, tu veux d'abord te faire des amis. Tu veux te faire des amis pour pouvoir revenir. Parce que dans toute sélection, je dis bien dans toute sélection, les cadres ont leur mot à dire quand il faut faire le choix de ceux qui vont jouer. Arnold Comé, quand même, un joueur local, puisque vous évoquiez tout à l'heure le fait que beaucoup d'entre eux sont coupés parce que manque de compétition. Mais lui, il est resté quand même dans cette liste, même s'il fait partie aussi de la liste des personnes qui sont sans compétition jusqu'ici. Effectivement, Arnold Comé et Aziz Kene, c'est deux habitués de la sélection nationale. J'aime souvent citer cet exemple, et je l'ai encore fait tout récemment. Quand vous regardez l'équipe de France,
il y avait un joueur qu'on appelait Michael Gelabal. Il n'était pas. Il y avait des moments où Michael Gelabal n'avait même pas d'équipe. Mais quand Vincent Collet faisait sa sélection, Gelabal était dans la sélection. Parce qu'il comprend le fonctionnement du coach. Il sait ce que c'est que jouer en équipe. Pour avoir et toujours il été là. sait respecter le rôle qu'on lui donne. C'est très important. Vous avez des joueurs qui sont des system players, des joueurs de système. Quand vous avez un coach comme Adingono, où à chaque temps mort, il va vous sortir le tableau pour dessiner des schémas. Il faut comprendre tout cela. Quand on va mettre le ballon en jeu, il faudra exécuter. Parce que si vous n'exécutez pas et que vous êtes tout jeune, tout nouveau, la prochaine fois, vous n'allez pas entrer. Oui. Donc tout cela, ça intervient. Commet, on sait que Commet, c'est un spécialiste de la défense. Commet sait ce qu'on attend de lui. Il a prouvé, même en février dernier, il a été parmi ceux qui étaient très en forme. Aziz Kene sait ce qu'on attend de lui. Donc ce sont des joueurs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de rester en jambes. Ils peuvent aller, ils font le footing tous les matins. Quand la liste de l'équipe nationale va sortir, si ce sont les mêmes coachs, on va appeler les mêmes joueurs. Les mêmes joueurs. Ouais. D'accord. On essaie donc de comprendre par vous donc cette liste. On verra également ce que pensent les autres analystes tout à l'heure. Mais je propose qu'on s'intéresse d'abord à la réaction de ces jeunes qui ont été cités tout à l'heure, notamment Jordan Baïhé et Aristide Mouha, qui font leur entrée dans cette équipe nationale du Cameroun, et qui, je rappelle, sont en ce moment en train de prendre la route pour le 237, la terre de leurs ancêtres. Alors, ils nous ont accordé une petite vidéo avant de prendre l'avion il y a un instant, donc commençant par Jordan Baïhé, qui, donc voilà, dit être très très heureux d'être dans cette équipe nationale du Cameroun. Il est jeune, c'est un rêve qu'il a caressé durant un certain temps. Et aujourd'hui, il a l'occasion d'être là. Écoutons-le. Ma joie elle ne peut pas se mesurer parce que ça fait plus de 6 ans que j'ai quitté le Cameroun et je ne suis jamais rentré dans mon pays. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de rentrer dans mon pays et jouer pour mon pays. Donc c'est une joie vraiment grande et je suis sûr que tout ira bien et parce qu'on a taffé tous ces derniers mois. Donc le groupe il est bon et je promets aux Camerounais et surtout aux fans du basketball camerounais qu'on ne va pas les décevoir parce que on a du courage, on a de l'envie, on joue pour gagner et on fera tout et pour tout pour gagner, pour donner la joie au peuple camerounais. Donc c'est ça. Je tenais aussi à vous dire que moi j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu faire partie de l'équipe nationale du Cameroun, de représenter mon pays. Et aujourd'hui que j'ai l'opportunité, je tiens à remercier d'abord Dieu parce que sans Dieu, rien de ceci n'aurait été possible. Et en plus, remercier les dirigeants de mon pays, de l'Africa Basket, qui sont en train de faire un bon travail. Et je les remercie pour m'avoir donné cette chance et je les promets qu'ils ne seront pas déçus. Et surtout, j'ai hâte de jouer devant le public camerounais qui ne m'a pratiquement jamais vu jouer, devant ma famille, eux aussi qui ne m'ont jamais vu jouer en live. Donc, pour moi, ça sera une émotion incroyable, ça sera un grand pas en avant et je serai en train de réaliser mon rêve de jouer aussi devant ma famille. Donc, j'espère que le public camerounais répondra présent parce que le Cameroun nous a toujours soutenus et soutiendra toujours son équipe nationale. Donc, je les remercie déjà d'avance. Ciao, ciao. Et voilà, les valises sont faites. Il est à l'aéroport, comme vous avez vu. Donc, ces images datent de quelques minutes seulement. Donc, il devrait normalement avoir embarqué à l'heure qu'il est, répondre à cette convocation de M. Lazare Adingono. Jeune prometteur, on sent encore qu'il y a de l'émotion dans sa voix. Et encore plus quand il sera face au public camerounais. Oui, ce qui est sûr déjà à l'aéroport ici à Yaoundé, on ne pourra pas le manquer avec ses couleurs de valise. Ah oui, donc, surtout. Oui, oui. Mais sinon, j'aime bien son langage, j'aime bien son esprit. Il voudrait prouver
que sa sélection est bien méritée. Je pense que nous également, le public camerounais, on voudrait le voir à l'œuvre. On voudrait juste voir que voilà, il mérite d'être dans cette équipe. Et je constate juste que voilà, c'est parfois quand certains joueurs arrivent à leur grand niveau qu'on les découvre. Je pense que c'était la même chose avec Jérémy Zeli. Les premières fois que Zeli était venu, c'était pour jouer pour l'équipe nationale après plusieurs années. Sami Bedcom, c'était pratiquement la même chose l'année passée du côté du Paposi. Il y a eu la même chose également avec William Naras il y a quelques années. Donc disons que cette fenêtre, ce sera la découverte de Jordan Bayehe et puis on attend de voir tout ce qu'il pourra faire. Et de Aristide Moira, lui aussi qui est en route pour l'aéroport en ce moment. Les deux vont se croiser, hein. Il paraît que Bayehe, lui, il va prendre le vol en premier et lors d'un escale quelque part à Milan, l'autre va embarquer aussi et ils vont se retrouver dans l'avion, donc vont atterrir au même moment ici au Cameroun. Aristide Moira, lui aussi, a les mêmes émotions et les mêmes envies, celle de porter donc le maillot des Lions indomptables du Cameroun et de jouer devant sa famille. Écoutons-le. C'est avec un grand honneur et une immense joie que j'ai appris que je ferai partie des 12 qui auront l'honneur de défendre les couleurs du Cameroun lors de la 3e fenêtre pour la qualification de la FIBA Afro-Basket Rwanda 2021. C'est une immense joie pour moi et j'aimerais vraiment remercier la fédération pour cette opportunité. Et je sais pas, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais tout excité là, je savais même pas quoi faire. Donc là j'ai informé mon agent, j'ai informé mon club et tout le monde était content pour moi, quoi. J'ai passé la nouvelle un peu à tout le monde et ils étaient tous contents pour moi. Donc disons que c'est un rêve qui se réalise. C'est la première partie d'un rêve qui se réalise pour moi parce que je suis encore au tout début de ma carrière de sportif. Donc disons que c'est un premier step qui peut être considéré comme une motivation en plus pour continuer à travailler dur. Parce que le plus dur reste à venir, quoi. C'est un rêve particulier pour moi parce que la dernière fois, avant que je ne quitte le Cameroun, il y a eu une fenêtre FIBA. Et j'y étais en tant que volontaire. Je faisais partie des gamins qui travaillaient au bord du terrain, qui ramassaient le ballon, nettoyaient le terrain quand un joueur tombe. Donc pour moi, c'est une très grande satisfaction. C'est la preuve que tout le travail que j'ai dû fournir pendant ces années a bien payé. Et je suis conscient que ce n'est que le début d'un très long voyage et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est pour ça que je donnerai le meilleur de moi durant cette qualification. Je promets que je donnerai le meilleur de moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider l'équipe parce que c'est de ça qu'il s'agit, aider l'équipe à la fin. Chacun doit donner une part. Chacun doit donner une part de soi pour pouvoir atteindre l'objectif. Parce qu'à la fin, on a un objectif commun qui est celui d'arriver à obtenir cette qualification pour le Rwanda. Donc je donnerai le meilleur de moi, 200%, comme je l'ai toujours fait. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que ça sera une expérience inoubliable pour moi, cette première qualification. J'espère que ça sera la première d'une très longue série. Voilà. Il espère que ce sera la première d'une longue série. Et moi, j'ai envie de poser une question, Lionel. Doit-on beaucoup attendre de ces jeunes qui arrivent pour la première fois, qui viennent découvrir les installations? Bon, certes, lui, il était là, il ramassait les ballons, comme il nous a dit à l'époque, il essuyait les terrains, donc il connaît un peu ce terrain-là. Mais il n'y a pas joué comme il arrive pour jouer cette fois-ci, avec son expérience qui n'est pas encore très grande. Est-ce que Lazare Adingono devrait attendre beaucoup de ces jeunes? Si oui, à combien de pourcents?
Ben, je pense que c'est une liste de 12. Ouais. Ok. Dans une compétition normale, un coach, il utilise toujours 7-8 joueurs. 7-8 joueurs. Et j'ai dit précédemment qu'il y avait déjà 8 joueurs qui étaient présents lors de la dernière fenêtre. Oui. Bien que ce ne soit pas Lazare Dingono qui était le coach lors de cette dernière fenêtre. Mais au moins dans ces 12 joueurs, il y a des joueurs qui sont déjà habitués au système à Dingono et des joueurs que Adingono connaît déjà. Parce qu'il faut préciser que ce soit Moaha, que ce soit Baïhe, ce sont des tout nouveaux. C'est une bonne chose qu'ils soient là. Comme ils l'ont si bien dit, ils sont contents de l'opportunité qui leur est offerte. Et il faudrait qu'ils prouvent. Malheureusement, le stage ne sera que de 3 jours, de mardi à jeudi, sachant que la compétition commence le vendredi. Donc ils n'auront pas suffisamment de temps pour prouver ce qu'ils peuvent faire. La chance, par contre, qu'ils ont, c'est que lors de cette fenêtre, le Cameroun doit gagner un seul match pour être sûr de se qualifier pour l'Afro-Basket. Monsieur. On joue la Guinée équatoriale vendredi, on joue la Guinée-Conakry samedi, et puis maintenant, la finale de cette fenêtre dimanche contre la Côte d'Ivoire. Donc, comme vous voyez, il y a suffisamment de place pour que le coach puisse les essayer. Il suffit que la première ou la deuxième rotation fasse le travail lors du premier ou du deuxième match, que les qualifications soient assurées. Et on les envoie en garbage time, en fin de match, voilà, pour nous montrer ce qu'ils peuvent faire. Et si maintenant ils prouvent qu'ils peuvent répondre à nos attentes ou alors aux attentes du coach, alors lors des prochaines sélections ou alors présélections, on va les appeler. N'oublions pas que cette dernière fenêtre est une plateforme pour ces deux jeunes qui sont encore au début de leur carrière. Ils ont besoin de visibilité et l'Afro-Basket est une grosse visibilité pour la plupart de ces joueurs. Il faut préciser que le jeune Aristide Moaha s'était présenté à la draft NBA de 2020 et après il avait retiré son nom de la draft. Mais c'était déjà une bonne chose qu'il y soit allé. Il a vu le chemin qui lui reste à parcourir. Et on a vu que pendant l'été, il était ici du côté de Yaoundé. Il s'entraînait quotidiennement avec le Personal Development Coach Joël Yoba du côté du Palais des Sports de Yaoundé. Donc je pense qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent le chemin qu'il faudrait parcourir. Et je dis, il ne faudrait pas trop attendre d'eux lors de cette fenêtre-ci. On va leur donner leur opportunité. Mais pour quelqu'un qui joue pour la première fois devant son public, ce ne sera pas évident. Ce ne sera pas évident, ça va beaucoup trembler. Mais on fait quand même une remarque. Vous avez souligné tout à l'heure que ça va nous faire quand même 3 jours de stage, entre guillemets, de travail en commun. Bon, 3 jours parce que les autres ne sont pas encore arrivés, ils ne sont pas tous arrivés, donc on en aura qui auront au moins 24 heures de vie dans le groupe. Mais ça revient encore, cet épineux problème, Yves Lionel, de regroupement à court terme. Regroupement à court moment. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas tout le temps le temps de se regrouper, au moins pour 2 semaines, 14 jours, on est quand même dans nos installations. L'autre question qu'on doit aussi se poser, pourquoi est-ce que ces joueurs arrivent, partent de chez eux seulement aujourd'hui, ou alors certains sont partis seulement hier? Justement parce qu'ils avaient des matchs qui étaient programmés. Oui. Pour la plupart, ils ont joué ce week-end. Aristide Moaha, lui, s'est d'ailleurs entraîné aujourd'hui, Voilà. avant de commencer à faire ses valises, les courses et tout ça. Donc, pour la plupart, ils ont joué ce week-end. Et je tiens à préciser qu'il y avait déjà un petit stage interne qui avait commencé du côté du Palais des Sports depuis samedi, avec les joueurs locaux et quelques joueurs qui étaient déjà présents ici au pays. Angélique Bell était là, Bilon était là, malheureusement il n'a pas été retenu. Cédric Changa également était là, il n'a pas été retenu. Et il y a également eu quelques autres joueurs qui venaient de l'étranger. Donc, dans cette liste de 12, la plupart de ces joueurs qui évoluent en Europe ont joué le week-end dernier. Oui. Donc il fallait d'abord qu'ils honorent aux engagements de leur club. Après tout, ce sont des professionnels. Ils sont payés pour jouer pour ces clubs. Maintenant, il y a cette fenêtre FIBA. Ils sont maintenant à la disposition de leurs équipes nationales. Ils viennent, ils s'entraînent. Malheureusement, le temps qui leur est imparti, ce sont ces 3 jours à cause de la distance. Si c'était des joueurs européens qui devaient jouer en Europe,
Vous comprenez que dès le dimanche soir, lundi devaient être à la disposition de leurs équipes. Mais à cause des longs déplacements, ils ne pourront être là que mardi. On compte sur le fait qu'ils soient en jambes, qu'ils soient en activité pour venir performer ici. Par contre, ceux du pays qui ont joué le premier regroupement élite il y a 2-3 semaines du côté de Tchang. 3 semaines. 3 semaines du côté de Tchang. Eux, il fallait qu'ils se remettent en jambes. Qu'ils se remettent en jambes. D'accord. Donc, voilà un petit peu ce qu'il faut savoir. Il faut rajouter quelque chose. Je voudrais rajouter quelque chose. J'ai encore lu dans les réseaux. Il y a certains qui disaient que oui, mais ils sont en jambes. Ils jouent le bonbon à la cité universitaire. Ils jouent le bonbon au Mojas de Bonamou Sadi. Jouer le bonbon, c'est une chose. Et jouer en équipe nationale ou alors en équipe structurée, c'est une autre chose. Parce que c'est deux choses différentes. Au bonbon, vous n'avez pas de pression. Je peux décider de prendre tous les tirs dès que le ballon me vient en main. Que je les marque ou que je ne les marque pas. J'ai pas Il n'y a de aucune pression. rigueur. Voilà, il n'y a pas de rigueur. Par contre, dans un match, aux entraînements, quand le coach fait son système, c'est pour marquer 2 points. Si vous ne marquez pas 3 tirs d'affilée, on va regarder au banc quel est celui qui peut venir marquer. Du coup, ça vous met la pression sur vous-même, sur vos épaules. Donc, il faudrait être un gars assez costaud pour pouvoir répondre à ce genre de demande-là. Et Lazare Adingono, lui, il a répondu aussi, lui aussi, cette fois, à la demande voilà, du Cameroun. Lui qu'on n'a pas vu il y a un moment, je crois la dernière sortie, c'était quand on a été sorti, malheureusement, de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, où... Vous souvenez-vous, voilà. La Côte d'Ivoire avait gagné le Nigeria, nous empêchant de passer. Lui qui avait fait le job. Je répondais dans un post encore aujourd'hui et je disais que le match contre la Côte d'Ivoire est le plus gros. On aura beau gagner la Guinée équatoriale, on aura beau gagner la Guinée-Conakry, mais si on perd contre la Côte d'Ivoire, ce sera un échec. Pourquoi? Parce que ça va justifier notre qualification. Parce qu'en fait, à un moment, il faut prendre les choses personnellement. De 1, la Côte d'Ivoire nous a battus en février 2020 au Palais des Sports de 8 points, 82 à 74. La Côte d'Ivoire s'est laissée marcher dessus lors de la dernière fenêtre qualificative pour les JO du côté d'Abidjan. Elle s'est laissée marcher dessus par les Nigérians, alors que nous, on avait joué quelques mois avant, on avait déjà commencé à célébrer notre qualification pour les JO. On l'avait célébré sur ce plateau, souvenez-vous. Parce qu'on se demandait comment est-ce que le Nigeria pourra battre la Côte d'Ivoire de 33-35 points. Oui. Mais au final, le Nigeria l'a fait à Abidjan. Et vous savez, tout ce qu'il y a eu un scandale après, il y a eu plein de choses. La fédération avait même La Côte d'Ivoire, vous vouliez dire? Voilà. Oui, la Côte d'Ivoire, comment elle peut se laisser battre de 33 points alors que normalement elle joue à domicile et elle avait une très bonne équipe. Donc il y a tout ça, on doit avoir tout cela en travers de la gorge. Et il faudrait que maintenant que l'occasion nous est donnée de le faire, de jouer à domicile, leur prouver que oui, on méritait notre place à ces JO de Tokyo. Et que également le Cameroun est une grande nation de basket avec laquelle il faudrait compter. N'oublions pas que ces pays, qui sait, peut-être lors de la phase finale au Rwanda, on va encore retomber avec les mêmes pays dans les mêmes poules. Donc ce sera un test. Il n'est pas normal que la Côte d'Ivoire nous batte à domicile 2 fois. Oui. Et ça, on se connaît revanchards, nous les Camerounais. Surtout quand il s'agit des Ivoiriens. C'est un duel qui existe depuis longtemps, donc il est même à distance, il existe. Alors, Lazare Adingono arrive à la tête de cette équipe nationale et pousse un peu à la 2e place celui qui était déjà à la tête de cette équipe lors de la précédente fenêtre du côté de Yaoundé. Et lui qui pousse aussi à la sortie, pratiquement, celui qui était à la 2e place, Souleymane Pepouna, qu'on va d'ailleurs retrouver tout de suite dans ce magnéto, qui revient à sa façon à analyser donc cette équipe nationale made by Adingono, on va dire. Oui. Et pour revenir sur la Côte d'Ivoire, il me souvient qu'en 2009, Afro-Basket 2009, match de classement, Cameroun-Côte d'Ivoire, le 3e de l'Afro-Basket était supposé être qualifié pour les Jeux Olympiques en Turquie. Mais on a perdu le match contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous a damé le pion avec ses meneurs
et tout le reste. Donc franchement, il y a tellement de choses sur cette Côte d'Ivoire, il faudra à tout prix qu'on gagne ce match. Décidément, sacré Côte d'Ivoire. On va écouter Souleymane Pepouna qui analyse donc les performances de cette équipe. Oui, par rapport à la fenêtre de ce week-end, voilà, le Cameroun affiche quand même une très belle équipe. On a le retour du capitaine Jérémy Zeli. Jérémy Zeli, voilà, qui était blessé, qui est revenu, qui a retrouvé du temps de jeu, qui joue quand même à peu près 20 minutes par match. Dans son club, c'est très bien pour lui, très bien pour l'équipe nationale du Cameroun. Et voilà, c'est un bon alliage entre les anciens qui connaissent très bien la maison, Pita, Jérémy, Kenneth Kadji, Ben Bala. Et je veux dire des jeunes aux dents longues. Voilà, la relève hier, Samik Betcom, qui était déjà la dernière fenêtre et qui a un potentiel fou. Et surtout le jeune espoir du basketball italien et camerounais, Jordan Baye. Sans compter voilà, tous ces vieux cadors du basketball local et africain. Je parlais de Belek, voilà, qui est à peu près le roi du Rwanda. Aziz Kene, qui sort d'une très bonne pige en Tunisie et qui est revenu au Cameroun et fait de très bonnes choses avec le CAM. Sans oublier, pour moi, l'un des basketteurs qui a le plus gros QI au niveau national, Arnold Comer. Un joueur polyvalent qui peut se soumettre à plusieurs tâches, gros défenseur, bon passeur de balles et voilà, qui commence à mettre quelques tirs. Donc c'est une belle équipe du Cameroun et voilà, les entraîneurs ont de la bonne matière, de la bonne graine entre les mains. Et voilà, d'un autre côté quand même, je crois que cette équipe elle est très bien compartimentée. Très bien compartimenté parce que voilà, sur les postes arrière quand même on a quelque chose. Pas beaucoup d'équipes peuvent aligner Jérémy Zeli, Pita, Belek, Moira. Voilà, donc je dis très bien compartimenté sur tous les secteurs du jeu. Avec des intérieurs, on a voilà, Ben Bala, on a Kenneth Kadji, on a Franck Yangé, on a le jeune Jordan Baye. Moi je dis voilà, c'est une équipe qui a un gros potentiel et surtout qui peut défendre et courir. Ça c'est très important dans le basketball africain. Cette équipe, voilà, il y a vraiment des chiens. Il y a des gens qui sont prêts à se battre pour gagner des ballons et pouvoir courir en contre-attaque, courir, défendre. Et voilà, moi je dis, par rapport à la dernière fenêtre, cette équipe elle est mieux compartimentée, plus aguerrie. Maintenant, vraiment, toute la chance à Lazare Adingon et Gilles Boué. Et voilà, nous sommes fiers et on sera tous derrière vous. Merci. Souleymane Pepouna pense que c'est une bonne sélection aussi qui pourra amener le Cameroun à la qualification. Pour lui, ça peut se faire 3 sur 3. Je pense que tout ce que Souleymane Pepouna a dit va un peu en droite ligne avec ce que j'ai dit précédemment. L'équipe est assez équilibrée, l'équipe est très bien équilibrée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça donne le temps aux cadres de venir d'abord faire le job, et puis maintenant aux jeunes de pouvoir venir prouver un peu de quoi ils sont capables. Comme on dit, il faudrait également construire sur l'avenir. Il ne faudrait pas qu'on se limite à cette fenêtre. N'oublions pas qu'il y a également l'Afro-Basket en août et il y a également d'autres compétitions à l'avenir. Et c'est dans ce genre de fenêtre qu'il faudrait pouvoir donner la chance aux jeunes de prendre déjà leur marque et de se mettre en confiance. Donc je pense que l'équipe est bonne, l'équipe est bien bonne. Pour ceux qui sont là, c'est vrai, on a encore d'autres meilleurs joueurs qui auraient pu être là. On a déploré l'absence de Adala Moto, il y a les Landry Noko. Je ne veux pas citer les deux joueurs qui sont en NBA parce que ça c'est un autre débat.
Mais il y a de quoi faire, même pour les prochaines échéances. Oui, justement, sur ce débat-là, en août, est-ce qu'il y a des possibilités de compter sur eux? Entre-temps, il n'y a pas quelque chose qui est fait en termes de facilitation de représentation au Cameroun? Honnêtement, sincèrement, Il faut les oublier. aucun des deux ne sera là. Il faut peut-être les oublier. Il ne faudrait pas les oublier. Mais en fait, cela est dû à déjà la situation sanitaire actuelle. Vous savez qu'en NBA actuellement, il y a trop de protocoles pour pouvoir participer au championnat. Si rien n'est fait entre maintenant et le mois d'août pour le Covid-19, il serait difficile que ces joueurs, qui sont des max players, qui sont des joueurs à très gros salaire, qui sont des franchise players, des joueurs clés, des noyaux durs de leurs équipes, il serait difficile que ces joueurs puissent venir prendre part à l'afro-basket. Je dis bien l'afro-basket. Si on parlait des Jeux Olympiques de Tokyo, si on parlait de la Coupe du Monde, je vous aurais dit oui, ils pourront être là. Parce que c'est des compétitions d'envergure. Exactement. Qui leur permettent également d'avoir une certaine visibilité. Parce que n'oublions pas, ces joueurs ont des grosses équipes derrière eux. Il y a également du marketing derrière ce genre de compétition. Pour l'instant, on parle de l'afro-basket, qui est une compétition grandissante. Je souhaiterais bien les voir un jour porter les couleurs du 237. Mais pour août, des joueurs qui sortent d'une saison NBA, parce que actuellement les Sixers, comme vous le savez, ils sont premiers à l'Est. Ils font une très belle saison. Joel Embiid est en droite ligne pour être MVP de la saison. Sinon, il va terminer parmi les 3 meilleurs joueurs de la saison. Donc, vous comprenez que en juin, juillet, il aura déjà accumulé beaucoup de matchs dans les jambes. Il aura besoin de se reposer pour redémarrer en septembre, octobre. Et habituellement, le mois d'août, c'est la période où ces joueurs se reposent. Pareillement avec les Raptors, Siakam, qui sont en train de revenir petit à petit. Je crois qu'ils sont déjà 6e du côté de l'Est. Donc petit à petit, il retrouve sa forme. On l'a vu ces derniers temps, il a aligné une série de matchs à 30 points. Donc pour l'instant, il faudrait qu'on pense à faire sans ces deux joueurs. Maintenant, s'ils nous surprennent et qu'ils disent qu'ils vont venir jouer, c'est une bonne chose. Concentrons-nous sur Landry Noko, concentrons-nous sur Adala Moto, concentrons-nous sur Paul Ebois, également qui fait un bon début de saison du côté de la G-League. Concentrons-nous sur ces jeunes et sur ceux qui sont déjà là. Voilà. Alors sur ceux qui sont là, il y en a qui pensent que, voilà, on en a sur place qui normalement devraient faire partie de cette équipe. Vous avez, à travers votre analyse tout à l'heure, essayé de démontrer quand même que certes ils ont du talent, mais ils n'ont pas encore ça dans les jambes pour pouvoir véritablement s'exprimer pour cette troisième fenêtre. Mais il y en a pour qui ça reste au travers de la gorge. Et il faut quand même quelques raisons qui pourraient nous amener, pourquoi pas, à nous intéresser à cela et peut-être pour l'avenir faire confiance aux joueurs qui évoluent sur le plan local. Ted Bichegui, c'est son nom. Il nous a envoyé sa vidéo et il a tenu à ce qu'on la diffuse pour que ça fasse écho. Bon, on est sur temps mort. C'est un acteur majeur quand même du basketball en tant qu'observateur. Il a aussi son avis à donner. Et le voilà, son avis. Donc, je fais cette vidéo pour la non-sélection, une fois de plus, de 2 joueurs locaux que je trouve ont largement le niveau pour jouer dans cette équipe nationale. D'autres viendront me contredire, mais ça c'est ma modeste pensée. Ça fait déjà bientôt 7 ou 8 ans et moi j'ai pas l'habitude de faire des critiques ou de me mettre devant les médias. Mais je trouve que ça fait déjà de trop. Ça fait quand même déjà 2 ou 3 ans, 4 ans même déjà, que ces 2 joueurs sont, je peux dire, au sommet du basketball camerounais. Je vais parler là de Chang et Yaga. Je mets quiconque à défi de venir me dire, parce que c'est pas moi qui remets en plus les trophées des meilleurs joueurs du Cameroun au Palais des Sports. Donc, j'ai assisté plusieurs fois à la remise du trophée des meilleurs joueurs à Tchangé. Je crois que ça fait 2 ou 3 ou 4 ans qu'il a été le meilleur joueur du Cameroun. Mais
qu'on m'explique un peu. Pour moi, le meilleur joueur du Cameroun n'est pas à l'équipe nationale. Je crois que ce n'est qu'au basket que ça arrive, parce que toutes les autres disciplines, ça se fait ex facto. C'est-à-dire que lorsque vous êtes meilleur joueur d'un pays, vous êtes aussitôt appelé à l'équipe nationale. Parce que c'est là où les meilleurs se trouvent. Donc, pour le jeune Eyaga, je trouve qu'il mérite sa place parce que vu son potentiel, qu'il soit physique, technique et voire tactique, on a besoin de lui pour le futur et l'avenir. Et aujourd'hui, on ne peut plus même dire qu'il est jeune. Il est déjà à la fleur de l'âge puisqu'il a 23 ou 24 ans. En principe, il devrait jouer avec l'équipe nationale, ça fait déjà 2 ou 3 ans. Parce qu'ailleurs, c'est à cet âge-là qu'on débute à l'équipe nationale. Brice Eyaga, quand même, ça sonne comme un nom qui, normalement, devait faire partie de cette équipe. Si vous voulez mon avis, je suis un peu d'accord avec lui sur cette question-là. Je suis parfaitement d'accord avec Ted Bicheki, oui. Brice Eyaga, il a déjà prouvé à plusieurs reprises, que ce soit au niveau de sa carrure, il a la morphologie d'un très bon joueur. Pour un poste 2-3-4 qui a 2,03 m, il est très polyvalent. Il est bien adroit. On l'a vu quand il joue avec Onyx. On l'a même vu à plusieurs championnats privés ici, que ce soit du côté de Douala ou du côté de Yaoundé. On l'a même vu dernièrement lors des derniers qualifs de la balle, quand il a joué avec l'équipe gabonaise. Donc c'est un joueur qui, pour moi, mérite une chance dans cette équipe nationale. On a dit, comme l'a dit le coach Pepso, il y a des jeunes loups aux dents longues qu'on voudrait déjà commencer à positionner. Il devrait également faire partie de cette vague-là. À Brice Eyaga sa chance d'être positionné. Il est jeune, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir être un très grand joueur. Je pense que maintenant les coachs ou alors le staff a ses raisons. Sûrement, il y avait peut-être un certain nombre de places limitées pour les joueurs locaux. Parce que n'oublions pas que, on revient encore dessus, le fait que ces joueurs jouent ici, jouent en leur défaveur. Parce que le championnat local n'est pas assez structuré. Le championnat local n'a pas suffisamment de matchs. Le championnat local est pratiquement à l'arrêt. Parce que la prochaine fenêtre, si je ne me trompe pas, le prochain regroupement, ce sera après la phase qualificative. Donc ce sera le deuxième regroupement, à savoir les 3e et 4e matchs pour certaines équipes. Avec un intervalle quand même de 4 à 5 semaines. Un mois, voilà, un mois par regroupement. Et après ce regroupement, il y aura encore un mois pour avoir le 3e regroupement en mars. Donc vous comprenez que ce n'est pas évident. Et du côté du centre, je ne pense pas que le championnat du centre, qui soit le meilleur championnat, le championnat le mieux organisé localement, est déjà repris. Le week-end dernier, hier, j'étais à De La Salle. Même les équipes élites n'ont pas joué à De La Salle hier. Donc c'est un peu pour vous dire, malheureusement, Brice Eyaga tombe dans ce piège-là. J'espère que les prochaines fois, on va lui donner ses chances et puis qu'il montrera de quoi il est capable. D'autres ont choisi de l'illustrer différemment en disant qu'il faut être sorti de ce pays pour espérer être appelé à l'équipe nationale du Cameroun. Ça peut être perçu genre verre à moitié vide, verre à moitié plein. Mais c'est la même signification tout de même. Parce que quand on est sorti, on joue. Voilà. Quand on est là, on ne joue pas. Ben justement, c'est ça. Ce qui n'est pas faux. Sauf que pour sortir, il faut déjà avoir un certain talent. On ne va pas venir vous chercher juste parce que vous marquez 5 points en championnat. Je crois qu'on était off micro, je suis revenu sur le cas Cédric Tchangé. Je vous ai dit, Cédric Tchangé, c'était un bon joueur, ici sur le plan local. Mais quand on regarde, où est-ce que Cédric Tchangé est allé jouer, à part ici au Cameroun? Il a joué au Gabon, il a bien joué au Gabon, il est allé au Rwanda, il a eu un essai au Rwanda qui était bon, malheureusement, pour certaines raisons. Il n'est pas resté, il est revenu. Pourquoi est-ce qu'il ne part pas un peu plus loin? Ça, il faudrait un peu y penser. Là, peut-être la tactique de Angelbert Belek-Bel qui, lui, il a un peu le même parcours, mais arrive à trouver ses marques. Quand vous regardez tous les joueurs locaux, que ce soit Christian Bayan,
il était ici, il est allé, il a fait plusieurs saisons au Maghreb, il est revenu. Aziz Kene, qui est là, il est allé au Maghreb, il est revenu. Arnold Comé, il est allé au Maghreb, il est revenu. Félix Thierry Bokmis, il est sorti, il est allé au Maghreb, il est revenu. Il est allé en France, il est revenu. Donc, il faudrait que ces joueurs commencent un peu à réfléchir, qu'ils voient avec leurs agents ou alors leurs amis, leurs connaissances, pour que ces personnes essayent de leur trouver des voies et moyens d'aller maintenant montrer de quoi ils sont capables au-delà du triangle national. Parce que même au sein de la fédération, on sait que le championnat local n'est pas un championnat majeur dans la sous-région Afrique centrale. Mais oui. Et là, je ne parle même pas du coach Lazare Adingono, qui est habitué au haut niveau, à la haute compétition. Donc, vous comprenez, quand il vient, il est là pour quelque temps. Il veut les joueurs du même standard. Exactement. Il veut des joueurs qui vont comprendre les schémas qu'il va dessiner, qui vont comprendre ses plays, et puis voilà. Que ça commence pas là. Lui qui est d'ailleurs très rigoureux. Voilà, on va donc tourner cette page consacrée à l'équipe nationale du Cameroun en rappelant que mercredi prochain, du côté de Yaoundé, une conférence de presse sera donnée par la Fédération camerounaise de basketball, lui, mercredi, avec le coach de l'équipe nationale du Cameroun et un joueur qui sera donc sur le panel. Et il sera à 15h du côté de Yaoundé. On n'est pas beaucoup habitué à ça, Yves Ngounou, mais on va pouvoir peut-être avoir une explication claire vue du coach, c'est-à-dire la personne la plus autorisée au-delà de ce que nous avons apporté ici, qui peut être considéré comme des spéculations, selon comme là on se trouve. Donc le coach aura l'occasion, face à la presse, donc, de défendre cette liste-là qu'il signe au bas de la page. Courte transition et on ouvre la page consacrée au qualificatif, bien sûr, de cette Afrobasket. On l'a dit, c'est divisé donc en deux. Un groupe ira du côté, pas un groupe de groupes. Si vous permettez que je le dise comme ça, donc 3 groupes qui constitueront un groupe du côté de Monastir qui démarrera donc, ce groupe-là démarrera le 17 prochain et 2 jours plus tard, Yaoundé démarre également sa compétition avec 2 groupes, notamment le groupe B et le groupe C. Alors donc on va peut-être démarrer avec voilà l'analyse de Yves Tsala qui revient ici sur le groupe, enfin sur les groupes que Yaoundé va donc accueillir, notamment le groupe B et le groupe C. Écoutons-le, il revient sur les forces en présence pendant ce regroupement de Yaoundé. Le Cameroun aura l'insigne honneur d'abriter les qualifications retour des fenêtres B et C ici à Yaoundé au Palais des Sports du 19 au 21 février. Nous aurons donc le plaisir d'accueillir notamment dans la poule B l'Angola, le Sénégal, le Kenya et puis le Mozambique. Dans cette poule B, il y a évidemment le Sénégal qui a gagné toutes ses rencontres à Kigali et qui fait office de favori avec un nouveau groupe entraîné par Boniface Ndong, l'ancien international, des joueurs talentueux qui défendent bien, mais surtout Cleven Anna, le meneur de jeu qui est le meilleur marqueur, le meilleur passeur de l'équipe et la valeur ajoutée certaine de cette équipe-là qui vise clairement la première place ici à Yaoundé. Derrière cette équipe du Sénégal, il y a donc l'Angola, recordman de titres en Afrique, 11 titres, mais qui a baissé depuis 2017 avec cette 7e place qu'on n'attendait pas au niveau de l'Angola, mais l'Angola qui amorce sa reconquête, toujours avec Carlos Moraes, le joueur mythique qui est resté là. Et cette reconquête passe par une victoire contre le Sénégal ici à Yaoundé. L'Angola avec des nouveaux joueurs qui comptent bien repartir sur des nouvelles
nouvelle base. Derrière ces deux pays, nous avons le Kenya et le Mozambique. Le Kenya et le Mozambique qui se battront pour cette troisième place qualificative. Le Kenya a l'avantage d'avoir gagné à l'aller. C'est une équipe qui n'a pas participé à l'Afro-Basket depuis 1993, mais qui revient fort parce que étant finaliste déjà de l'Afro-Chan, et donc il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Le Kenya devra donc battre le Mozambique pour être sûr d'avoir cette troisième place. Dans la poule B qui concerne le Cameroun, les deux Guinées se battront aussi pour une place, certainement la troisième. Avantage pour le moment à la Guinée équatoriale, mais la Guinée vient définitivement pour essayer de gagner cette place-là. Avec un nouveau coach, M. Perrin n'est plus là. Désormais, c'est Zesevic qui arrive et la Guinée vient avec de belles ambitions pour essayer de surprendre tout le monde. Le duel pour la première place se fera certainement entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Le Cameroun qui a à cœur de prendre sa revanche après la fenêtre allée ici à Yaoundé, toujours où la Côte d'Ivoire était venue triompher sur place. Il y a l'effectif qui est à peu près le même, qui voudra à tout prix laver cet affront-là face à la Côte d'Ivoire, qui voudra maintenir son leadership dans cette poule. Ça sera certainement un match très attendu dimanche, mais avant cela, il faudra faire le job et gagner les deux matchs pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire avant la confrontation finale. Confrontation finale, il faut déjà voilà, s'entourer de garde-fous, être sûr que quoi qu'il arrive, on sera qualifié, mais toujours est-il que dans ces groupes de 4, un seul rentrera à la maison. Et donc commençons par le groupe B, où il y a quand même l'Angola, il y a le Sénégal, Mozambique, le Kenya également. Alors, ça s'annonce autant chaud que le groupe C aussi, hein, du côté Yaoundé. Déjà, lors de la deuxième fenêtre à Dakar, c'était assez chaud là-bas. Oui. Le Sénégal, qui joue à domicile, a remporté toutes ces 3 rencontres. Le Sénégal a réussi à battre l'Angola. On sait tous que l'Angola, c'est, en termes de basket, c'est... Voilà, c'est un mastodonte. Voilà, c'est un mastodonte. C'est un des pays qui a le plus grand nombre de trophées ici continental. Le Sénégal a pu damer le pion à l'Angola. Donc ça va se jouer. Dans cette poule, on a le Sénégal qui est en tête avec 3 victoires, 0 défaites. Suivi de l'Angola, 2 victoires et 1 défaite. Le Kenya, 1 victoire, 2 défaites. Et puis le Mozambique en bas des tableaux avec 0 victoire, 3 défaites. On sait tous que dimanche, la finale de cette poule-là, ce sera le match Angola-Sénégal, qui va se jouer juste après la confrontation Cameroun-Côte d'Ivoire. Comme quoi, on a 2 belles affiches qui sont programmées pour dimanche. Mais avant cela, il faudrait que chaque équipe puisse déjà assurer sa qualification pour cette phase finale. Comme vous l'avez si bien dit, le programme, c'est juste que, voilà, c'est la dernière équipe de chaque poule qui est éliminée. Les 3 autres équipes sont automatiquement qualifiées pour la phase finale. Sachant qu'il y a 5 poules, on a 3, plus 3 fois 5, ça fait 15, plus le pays organisateur et voilà les 16 équipes qui vont participer à l'Afro-Basket du Rwanda. Donc je pense que ça va se jouer. Jusqu'à dimanche, les équipes ne seront pas seulement satisfaites d'être qualifiées pour la phase finale, mais il y a également beaucoup de fierté personnelle. On aura droit à de très belles rencontres. Le Kenya également, qui a une équipe très prometteuse. Le Mozambique, il faudra que le Mozambique fasse des pieds et des mains pour gagner tous ces 3 matchs. Ce qui n'est pas très évident compte tenu des équipes qui sont dans cette poule. Je pense que le tableau est assez clair. Sénégal, Angola, Kenya. Et Kenya. Voilà, c'est dit d'avance, mais si tout se joue sur le terrain. Et donc, on va s'intéresser au groupe C maintenant, le groupe du Cameroun. En ce moment, le Cameroun occupe la 2e place. Et la Côte d'Ivoire qui a aligné ses 3 victoires. Du côté de Yaoundé, le Cameroun qui a perdu face à cette Côte d'Ivoire-là, Guinée équatoriale. Et donc qui est juste en bas du Cameroun, juste derrière, et la Guinée-Conakry. Alors, rappelons donc que cette Guinée-Conakry arrive sans son coach, l'ancien coach, qui était là, a été viré, oui, Michel Perrin. Qui à un moment a été également avec le Cameroun il y a quelques années. Oui, bien sûr, et il faut le dire, hein, il n'avait pas sa langue dans la poche, donc il disait les choses froidement. J'imagine que ça lui a coûté donc sa tête, en espérant que le staff de la Guinée qui arrive à Yaoundé vient récupérer la place de la Guinée équatoriale, ce qui ne va pas être évident pour une Guinée équatoriale quand même, qui tient à maintenir sa place au moins. Vous savez, à un moment, les coachs doivent assumer les défaites.
Ils ne doivent pas seulement beaucoup bavarder quand ils gagnent. Ils n'avaient pas sa langue dans la poche, mais quand vous avez 0 victoire pour 3 défaites, à un moment, vous devez pouvoir faire profil bas, surtout si peut-être le pays a mis certains moyens pour que vous puissiez faire le déplacement. C'est tout ce que le basket, ce n'est pas un sport majeur en Guinée-Conakry. Bon, malheureusement, ils n'ont pas eu de victoire. Malheureusement pour le coach, il a été mis de côté. On va voir ce que cette équipe va nous produire. Mais comme je dis, on les joue en deuxième rencontre, on les joue samedi. Avant cela, déjà, vendredi, il faudrait qu'on assure notre qualification vendredi en battant la Guinée équatoriale. Une fois qu'on aura battu la Guinée équatoriale, on sera qualifié. Samedi, on pourra roter les effectifs. Et puis dimanche, jouer notre On ira finale. chercher la revanche. Vous voyez, je reviens toujours sur ce match de dimanche. Comme l'a dit le président Yves Tchala, le match de dimanche contre la Côte d'Ivoire, c'est un match capital, compte tenu de l'historique qu'il y a contre cette Côte d'Ivoire. Et n'oublions pas qu'au Palais des Sports de Yaoundé, notre équipe nationale, au moment où on l'attendait toujours, n'a pas réussi à produire du bon jeu à la dernière minute. Il me souvient encore le match en 2019 contre la Tunisie. Toujours, c'était lors de la première phase, les premières phases de ce truc. Et la Tunisie nous a battus sur les dernières secondes avec une sortie de balle en ligne de fond. Bien sûr. Et on a pris, sûrement vous vous en souvenez. Très bien. Donc il faudrait au moins que pour une fois, que notre équipe nationale sorte de ce palais avec la joie, qu'on soit tous contents et qu'on attende la prochaine compétition. Et voilà. Et donc Lazare Adingono et ses troupes qui sont déjà en chantier en ce moment pour pouvoir affronter leurs différents adversaires. Mais seulement, le palais polyvalent des sports, Yves Lionel, ne sera pas aussi bouillant que lors de la dernière fenêtre. On était en février, sauf qu'en mars, les activités sportives se sont arrêtées suite au Covid. On sait, ce sera pratiquement une bulle qui sera mise en place pour cette fenêtre-ci. Alors, le public sera présent à 25% d'occupation du palais polyvalent du sport, masqué carrément, obligatoirement. Ça, ce sont les consignes. Donc, j'en profite pour passer dans ce message qu'il faudra être absolument masqué, sinon vous n'avez pas accès au palais polyvalent des sports. Et achetez votre billet beaucoup plus tôt pour être parmi les 25% attendus. Alors maintenant, 25% d'occupation de stade. Est-ce que cela ne va pas être un peu difficile ce ne sera pas un peu difficile pour l'équipe nationale d'avancer quand le 12e homme lui-même est le 13e, autant pour moi, lui-même est diminué? Ça dépend. Ça peut être vu de plusieurs manières. Vous savez, il y a des joueurs qui ont du mal à jouer devant leur public. Peut-être c'est la raison pour laquelle chaque fois que l'équipe s'est produite du côté du Palais des Sports, vers les dernières minutes, elle n'a pas pu nous produire le spectacle qu'on attendait. Donc, parce qu'elle subissait une certaine pression. Une certaine pression de jouer à domicile. Donc peut-être le fait de jouer avec un public moins nombreux, ça va leur permettre de pouvoir s'exprimer. Mais quand on sait que le Palais des Sports, c'est pratiquement 5000, 5500 places, quand vous ramenez ça à 25%, ça vous ramène à 1250, 1300 spectateurs. Ce qui est toujours assez important, surtout pour un match de basket là-bas. Donc je pense que c'est assez suffisant. On en a eu plus, hein, Lionel? Oui, on en a eu plus. Je me souviens encore de l'Afro-Basket Dame de 2015, quand cette salle était pleine à craquer. Il n'y avait pas de place assise. Standing room only. Donc je pense que 1300 personnes, ce serait déjà une bonne chose. N'oublions pas qu'on sort de 0 spectateurs pour certaines compétitions, que ce soit ici ou alors du côté de l'Europe. Jusqu'à présent, on regarde le championnat, que ce soit l'Eurocoupe, que ce soit la Champions League européenne ou alors les grandes compétitions, il n'y a pratiquement pas de spectateurs. Donc il faudrait déjà qu'on se réjouisse de ces 1200, 1300 personnes. Et voilà, j'en profite également pour passer un message à la presse camerounaise, qu'elle n'aura malheureusement pas accès aux différentes conférences de presse, comme elle a l'habitude lors de ses différentes couvertures. On est là dans une bulle, ça va se faire d'une autre façon, donc je vais peut-être le dire ici déjà. Les journalistes, jusqu'ici, ce qui est prévu, quitte à ce que ça change entre-temps, mais ce ne sera pas dans la salle, seront dans une autre salle
où la conférence de presse sera diffusée et les questions seront envoyées via un groupe WhatsApp et seront posées donc au seul journaliste accrédité qui sera dans cette salle-là, qui posera donc les questions au coach. Et ce sera donc à eux de l'autre côté d'écouter au travers de l'écran. Question de mettre en sécurité donc les joueurs qui arrivent, tous les staffs et voilà. Donc ce sera comme ça. Malheureusement pour nous, on n'aura pas ce contact chaleureux là avec les joueurs et les coachs. Monastir ouvre ses portes à 3 groupes, notamment le groupe A, le groupe D et le groupe E. Ce sera dès le 17 prochain, donc dans 2 jours sensiblement. Et allons avec nos amis de Afro Basket, notamment Lamine Badiane et voilà Barga, pour en savoir davantage. C'est ce qui attend notamment les clubs qui sont investis de ce côté du monde-là. Si dans le groupe A, la Tunisie, après 3 victoires, domine le groupe sans partage, pour toutes les autres équipes, à savoir la RDC 5 points, la RCA 4 points et enfin Madagascar 3 points, il faudra jouer serré. Le match Madagascar face à la RCA sera le plus observé. 3 défaites en 3 matchs, les Malgaches ont besoin d'une victoire face à la RCA pour se relancer dans le groupe. Une victoire de plus de 16 points concédée à Kigali et que les Malgaches ont cœur à remonter. C'est ainsi qu'on a fait appel pour cette campagne en Tunisie à 3 joueurs basés à l'étranger. Outre le meneur de jeu Rija Lahontane, il y aura Kiadi Razamana de Get Vosges et Sitraka Rahirman d'Elan Chalon, des renforts qui avaient disputé en son temps les championnats d'Afrique U16 et U18. Le Nigeria semble jouer sur une autre planète, malgré un renouvellement sans cesse de son effectif. Les Nigérians seront intouchables, ce qui fait dire que le Nigeria possède un réservoir de talent. Malgré l'absence de des coachs Alex Nora et Mike Brown, que cela ne tienne, un 3e coach sera sur le banc, Fond Udiofia et d'autres visages encore. Cela se jouera sans aucun doute entre le Mali et le Rwanda et le Sud-Soudan. Le Rwanda étant qualifié comme pays organisateur, il faudra que le Mali évite la défaite pour maintenir le Rwanda à la dernière place. À défaut, il faudra jouer entre les meilleurs 4e pour désigner le dernier qualifié. Tout le monde est prévenu. Les pharaons sur leur sol à Alexandrie avaient fait l'essentiel en remportant tous leurs matchs, contrairement au Maroc qui lui a perdu ses 3 matchs. Devancés d'un point au classement par le Cap-Vert, leur confrontation sera déterminante. À Alexandrie, les Marocains avaient perdu de 7 points, mais l'espoir de qualification est intact. En effet, avec le retour de certains joueurs, à l'image de Sofiane Kouroudou et Younes Idrissou, le Maroc semble opter pour l'expérience. Des vétérans qui n'étaient pas là pour cause de blessures et qui comptent donner le maximum pour représenter le Maroc. Leur principal adversaire est le Cap-Vert, qui a besoin d'améliorer certains aspects de son jeu afin d'obtenir le billet qualificatif. L'équipe est déterminée. Les blessures des dernières minutes de certains joueurs comme Chan Darosa et Sekouba Kondé ont perturbé le groupe qui cherche à revenir en championnat d'Afrique pour la première fois depuis 5 ans. Je vous laisse découvrir le programme de cette dernière fenêtre à Yaoundé, au Cameroun et à Monastir, en Tunisie.
Et voilà, merci beaucoup Lamine et Patrick pour cette production. Je rappelle que c'est un extrait de l'émission Afro Basket de FIBA Afrique. Et donc on poursuit cette émission, on sort de cette voilà, cette partie consacrée donc aux qualifications avec le programme des rencontres de ce week-end du côté de Yaoundé. Il faudra faire le déplacement absolument, monsieur, donc le 19, Kenya, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, et puis Guinée équatoriale, Cameroun et Mozambique, Angola. Les rencontres démarrent à 9h. Et la deuxième journée, Côte d'Ivoire et Guinée équatoriale, Sénégal, Mozambique, Cameroun, Guinée, Conakry. Et puis la troisième journée, ce sera donc dès 9h, Guinée équatoriale, Guinée, Kenya, Mozambique, Côte d'Ivoire, Cameroun, attention, et Angola, Sénégal. Il ne faut pas partir après la rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire, parce qu'il y a Angola, Sénégal, qui est aussi un match qui promet quand même des étincelles. Oui, comme on l'a dit, c'est deux grosses équipes. Le Sénégalais tout récemment la Coupe du Monde, les Angolais qui sont habitués à la grosse compétition. Oui. Donc on a de très belles affiches dès vendredi. Dès vendredi, 4 matchs par jour. Je pense que c'est un très bon week-end de basket, surtout pour un public camerounais qui a été sevré de ce genre de compétition depuis pour pratiquement 1 an, parce que la dernière fois c'était en février 2020. On attend beaucoup de toutes ces équipes. Et le fait qu'on ait 2 groupes ici au Cameroun, c'est une grande première. Oui. L'Angola, beaucoup ont vu l'Angola jouer à la télévision, beaucoup ont vu le Sénégal jouer à la télévision. Le fait de les avoir ici chez nous, ce serait une bonne chose, même pour ces jeunes Camerounais amoureux de basket, ces jeunes joueurs. Ils devraient effectuer le déplacement du côté du Palais des Sports pour voir ce que c'est que d'être un joueur de haut niveau, ce que cela nécessite comme volume de travail. Et comme sacrifice. Et comme sacrifice également. Je me souviens encore en 2019, quand on a vu les Tunisiens qui sont champions d'Afrique sortant, là-bas du côté du Papouasie, dès leur sortie des vestiaires, on a compris qu'on avait affaire à un autre niveau de basket. Ils sont arrivés sur le terrain, ils se sont échauffés, ils ont fait tout, et on l'a vu jusqu'à la dernière minute du match. Voilà. Donc, on est en train de regarder quelques extraits de cette défaite face à la Côte d'Ivoire du côté du Palais Polyvalent des Sports. Et les Ivoiriens qui ont bien dansé après leur victoire dans les vestiaires, comme on est en train de le voir à l'instant. C'était un match couperet. Et donc, il fallait réaliser ça absolument. Sinon, on n'était pas passé par là. Et donc, ils vont remettre ça ce week-end. Attention, il n'est pas question de les laisser savourer encore une victoire et être aussi en joie dans nos installations. Vestiaire, ouais. Vous n'allez quand même pas siroter le champion 2 fois dans nos vestiaires. Donc on vous laissera pas faire ça. Rendez-vous. Lui nous a fait mal. Thompson, oui. L'Américain de la Côte d'Ivoire, il nous a fait mal. Thompson, ils ont également leur joueur Koné. Voilà, le vétéran, oui, qui nous a également fait mal avec ses tirs à 3 points. Voilà. Donc j'espère que cette fois-ci on pourra trouver leur solution. Elle a déjà été trouvée. J'imagine que cette rencontre a été scrutée plus d'une fois par les coachs en place pour pouvoir trouver donc les failles de cette équipe ou alors mettre en présence les forces de l'équipe nationale du Cameroun. Allez, sur le plan, j'ai envie de dire local, la région du littoral donc a démarré sa saison depuis la première semaine du mois de février. Cette première journée donc qui s'est achevée ce week-end. On va voir quelques résultats donc ici dans le littoral quand même. Le littoral qui essaie de se repositionner, Lionel, pour pouvoir récupérer un petit peu sa forme d'antan. Oui, on peut dire que le bureau actuel essaye de faire ce qu'il peut. Je leur tire déjà un coup de chapeau. Comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut vous offrir que ce qu'elle a. Hier, comme je dis, il y avait des matchs hier. Ce que j'ai aimé, c'est l'engouement des jeunes. Il y a eu plusieurs matchs jeunes qui se sont déroulés sur les terrains extérieurs. Il y a eu quelques matchs dames à l'intérieur et puis quelques matchs seniors. Le président de la Fédé même était présent hier.
Donc il y avait un certain public qui était là. Les jeunes ont pris goût au jeu. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faudrait emmener les enfants à continuer la pratique. Comme vous pouvez le constater, il y a une prolifération de centres de basket, d'écoles de basket. Il faudrait maintenant leur offrir une plateforme pour pouvoir venir compétir, s'exprimer. Je tire déjà un grand coup de chapeau à l'arrondissement de Douala 5e, qui a pu trouver une formule pour faire jouer ces centres de formation du côté du Mojas de Bonamou Sadi. J'ai également pu constater que vous avez des équipes qui ont carrément affilié deux sélections en junior. Hope School a 2 sélections en junior, Liberman a 2 sélections en junior et je crois qu'il y a une autre équipe qui a 2 sélections en junior. J'ai discuté avec le coach Armel Gigaba hier, il m'a fait comprendre qu'il y avait une vingtaine d'équipes affiliées en junior. Ça veut dire qu'il y a une pépinière, il y a des joueurs. Maintenant, il faudrait leur offrir une plateforme, un championnat sérieux pour avoir des matchs en jambes et puis pouvoir maintenant se faire voir. Bien sûr. Allez, ce sera tous les week-ends tel que cela a donc commencé, tel qu'on voit le programme à l'instant des premières journées qui carrément des journées qui font parfois 2 semaines, mais l'occasion c'est d'être là toutes les semaines. Bon, Mungo Zone Tour, puisque vous insistez du côté de la régie, parlons-en. Vous en avez entendu parler, Lionel, de ce Mungo Zone Tour qui mettait en compétition aussi les enfants des jeunes de ce département-là chaque semaine. Oui, j'ai entendu parler du Mungo Zone Tour qui a eu lieu au niveau du lycée de Manengouba le week-end dernier. Le Mungo Zone Tour qui était initialement programmé pour le week-end d'avant. Et puis il a été décalé pour le week-end qui vient de passer au lycée de Manengouba. Il y a eu plusieurs équipes qui ont répondu présent. Voilà quelques images au lycée de Manengouba. Le long terrain du lycée de Manengouba. Oui. Voilà. Donc c'est une bonne initiative. On a besoin de ce genre d'initiative pour pouvoir multiplier le nombre de matchs pour tous ces jeunes. Bien sûr. Et là, nous sommes en train de regarder justement ce camp de basket Manengouba Foundation. Avec vous, donc derrière ces jeunes, vous y avez participé. Si on peut en parler, le département du Mungo, c'est quoi? Il vous a séduit tous? On a vu le Mungo Zone Tour et là on est avec le Manengouba Foundation. Tout ça c'était en espace d'une semaine? Oui, c'était en espace d'une semaine. Déjà, je tire un coup de chapeau au staff de Mungo Zone, à Belle et tout le reste et puis de Basketball Zoom pour avoir accepté de décaler leur événement d'une semaine parce que justement, le Manengouba Foundation Basketball Camp se tenait du 6 au 7 février du côté de Nkonsamba. Donc, il n'était pas judicieux d'avoir 2 événements dans la même ville de Nkonsamba, alors que ce qu'on souhaiterait faire, c'est la promotion du basket dans ce département. Donc, c'était déjà une bonne chose. Manengouba Foundation, c'est une fondation qui existe depuis, qui a été mise sur pied par Didier Soka, un ami, un ancien coéquipier, ancien camarade du côté de Yaoundé quand on était encore senior. Il a même joué à Dream Store quand il était ici. Après, il est allé aux États-Unis, il a joué en université là-bas. Donc, il est revenu. C'est sa manière à lui de rendre au basket. C'est la 3e édition du camp. La première édition, c'était en 2019, deuxième édition en 2020. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, le camp gagne en grandeur. Donc, moi, je leur ai apporté ma modeste contribution, mon petit soutien. Et je remercie également tous les coachs qui étaient présents. Je remercie toutes les bonnes volontés qui sont venus, qui ont mis de la main. Comme on dit, une seule main ne peut pas attacher un paquet. Voilà. Et on donne rendez-vous pour la 4e édition en 2022. Et les officiels qui étaient aussi présents de ce oui, l'expert Alexis Siewe était là. L'expert Gilles Boué également était là. Et Manuela qui était là. Manuela Clover Tchatchoua était là. Voilà. Et vous étiez là ce soir. Merci beaucoup Lionel pour votre disponibilité. C'est depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Ouais. On se retrouve sensiblement lundi au Palais Polyvalent des Sports. On fera ceci au Palais Polyvalent des Sports ce week-end. Oui, déjà on est là-bas dès vendredi, samedi, dimanche et puis lundi maintenant on fait là-bas. Ce sera diffusé, ce qui a été tourné au Palais Polyvalent des Sports avec notre réalisateur Emmanuel Tibu qui sera, je l'espère, du voyage. Allez, amis téléspectateurs, donc je vous dis merci de nous avoir regardés ce soir sur nos différentes plateformes, à la télé comme sur notre page Facebook Temps Mort.
On sort comme on entre. Non, pas comme on entre. On sort toujours comme ça. Allez, bonne nuit, rediffusion mardi, 14h. Rendez-vous lundi, 21h. Bonne nuit à tous. Salut. Let's go. All around the world. Y'all know. This is so. I like slam dunk to take me to the hoop. Yeah. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go.